Bonjour, nous sommes le 28 janvier 2021 et j'ai une chronique, enfin une tribune qui est parue dans les Échos du 27 janvier et dont je voulais vous faire part par oral parce qu'il paraît que ça peut servir de temps en temps de podcast. Et donc voilà pourquoi je vous la lis. Ça concerne la Covid-19, comment le principe de précaution a tué le vaccin français. C'est un des aspects. Pasteur a renoncé à son vaccin contre le coronavirus, Sanofi a pris du retard pour le sien. Ces échecs, estime le prospectiviste Philippe Cahen, sont à mettre au crédit mortifère du principe de précaution. Ça, c'est l'introduction qui a été mise par les Échos. Et voici le texte que j'ai rédigé. Il y a quelques petits mots qui ont été corrigés par les Échos, mais peu importe. C'est un texte de 5000 signes. Pour ceux qui le savent, 5000 signes, c'est pas beaucoup. Il faut qu'on reste vraiment sur une idée, c'est un problème de presse, d'être concentré, et 5001 signes, c'est de trop. Sanofi et Pasteur ne sont pas les gagnants du vaccin contre la Covid-19. Le premier devrait aboutir fin 2021, ça on l'espère. Le second a abandonné le projet associé avec Merck et poursuit 2 autres projets en phase préclinique, c'est-à-dire qu'on en est vraiment au début. Pourquoi la France, qui fut leader de 1995 à 2008 en pharmacie en Europe, ne l'est plus? La réponse est à trouver du côté du principe de précaution qui, dans l'histoire, avec un grand H, a tué bien des initiatives. Et c'est l'objet de cette démonstration que j'ai faite. Pour rappel, le principe de précaution est défini pour la première fois, je crois, au sommet de Rio de 1992. Il entre dans la loi, je crois que c'est la loi Barnier sur l'environnement, en 1995, puis dans la Constitution le 1er mars 2005. Voici ce qu'il est écrit. L'absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption des mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économique acceptable. On est dans un principe tout à fait louable. Mais on est dans le principe de l'esprit de précaution qui va dominer tout cela. Or, cet esprit de précaution qu'il a développé est devenu catastrophique. Citons l'affaire du sang contaminé, bien qu'antérieure à la loi, et puis il y a eu d'autres sur la vache folle, etc. Il n'a fait que judiciariser l'esprit de la loi, puis de la Constitution. L'expression principe de précaution a été utilisée de tort et de travers, y compris sur des sujets sans aucun rapport avec les connaissances scientifiques et techniques. La banalisation de l'expression s'est répandue dans les années 2010. Tout est à bloquer au titre du principe de précaution. Le dernier exemple étant la 5G, contre laquelle circulent les arguments les plus loufoques. Dans un temps où la minorité agissante est plus entendue que la majorité silencieuse, selon Pierre Desproges, les opposants sont plus entendus que les favorables. La pharmacie s'est trouvée, quand je dis la pharmacie, c'est l'industrie pharmaceutique bien sûr, la pharmacie s'est trouvée confrontée à ce principe, ou plutôt à cet esprit, devenant de plus en plus négatif. Il s'est ajouté une gestion contraignante et restrictive de la santé en France, misant sur la généralisation des génériques. On a serré les budgets, on a poussé les génériques, et dès 2012 au moins, la France, dans le domaine pharmaceutique, et là c'était peut-être pas très clair dans mon texte, depuis 2012, la France est championne des prélèvements des laboratoires en taxes et impôts pour l'Europe, place qu'elle ne quitte surtout pas. On a quoi encourager les laboratoires à s'installer chez nous. Après cet esprit de précaution, l'esprit de méfiance. En 2006, je remonte un peu loin, mais quand même, 488 nouveaux médicaments ont été évalués par la Haute Autorité de la Santé, HAS. 22 apportaient un progrès thérapeutique majeur ou important. En 2011, 5 ans après, il y avait 232 médicaments évalués et un seul apportant un progrès. L'ambiance n'était pas à l'innovation. En gros, un médicament aujourd'hui, ça se calcule en milliards. Quand vous vous dites que vous avez peu de chances d'être retenu par la HAS, vous vous dites, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir en recherche en innovation en France? On est dans un monde ouvert, allons chercher ailleurs.
La réponse des groupes étrangers n'a pas tardé. Un lent et régulier désinvestissement en France en recherche et limitation des investissements sur les sites. C'est très simple. Ça s'est fait tout doucement. La France est un gros pays consommateur de médicaments, quasiment comparable aux États-Unis, toute proportion gardée. Donc les industriels gardent la vente des produits et moins la recherche et l'innovation. C'est un fait, puisque ça ne rapporte plus, on sert en recherche et il y a un esprit dedans contre l'innovation. Le livre de Philippe Even, directeur de l'Institut Necker, écrit avec Bernard Debré, guide des 4000 médicaments utiles, inutiles et dangereux, là on est en 2016, affirmait avec un fort succès d'audience que la moitié des médicaments seraient inutiles. L'esprit de précaution s'est étendu à l'esprit de méfiance vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique. La France s'est retrouvée en surcapacité de production, fragmentation des acteurs et absence de renouvellement du portefeuille de médicaments. C'est un long processus que je mets donc à l'origine avec le principe de précaution, donc datant de 92, voilà, 95, etc. Et on est dans cette, non 92 et 2005, ce lent processus de déclin du médicament en France. Dans le même temps, la France a perdu son leadership en matière d'essais cliniques, par exemple dans le diabète, le cardiovasculaire et les maladies métaboliques, par l'absence de plan volontaire d'innovation. Là où elle est encore présente, c'est par exemple dans le cancer. Il y a du budget cancer qui a été mis, et dans les autres, rien. Or, il faut, on l'a vu récemment, il faut une association des labos, de la recherche et de l'université. Quand on n'a pas ça, ça ne marche pas. De plus, pour des raisons de complexité administrative, la France décroche dans le recrutement de patients pour les phases de recherche, c'est-à-dire les phases 1, qui sont des phases clés. Si on ne fait pas la phase 1, on ne fera pas la phase 2 ni la phase 3. Pour démarrer une étude clinique, il faut l'autorisation du Comité de protection des personnes de l'hôpital, l'ANSM, le Conseil de l'Ordre, la CNIL, etc., qui demandent chacun d'autres documents. Le laboratoire demandeur part dans un autre pays pour pratiquer des études cliniques déjà plus rapides pour débuter. En France, il faut à peu près 2 mois pour débuter une étude. Il y a beaucoup de pays, c'est 1 semaine. C'est énorme. Ça coûte en temps de budget. Là, c'est pas le principe de précaution, c'est la bureaucratie et le principe de précaution qui fait que chacun a peur. En 2018, la France n'est plus présente que dans 6% des essais de phase 1 qui sont donc déterminants pour la suite de la recherche. Chacun veut se couvrir, c'est l'esprit de précaution que l'on a constaté dans l'affaire des masques, par exemple. Vraiment, alors là, c'est le parapluie de golf, hein, tellement c'est grand, dans une société finalement judiciarisée à l'américaine, voire plus. On en arrive à cet esprit de doute dans lequel on est aujourd'hui. En 2013 déjà, la France avait raté la 2e vague des biotech, qui sont les anticorps monoclonaux thérapeutiques. L'Allemagne comptait alors 14 sites de production de ces anticorps monoclonaux. Le Royaume-Uni, 10 sites de production. La France, 0. La France, 0 en 2013. Donc il ne faut pas s'étonner de là où nous en sommes aujourd'hui sur, entre autres, l'ARN messager. Que les Allemands, BioNTech et CureVac soient parmi les heureux élus de la vaccination anti-Covid n'est pas une surprise. Les laboratoires mondiaux font leur marché en France, marché des idées, marché des compétences notamment. Les patrons de Moderna et d'AstraZeneca sont français. Donc on a les gens pour diriger les boîtes, on a les chercheurs pour trouver des idées, mais les laboratoires étrangers font leur marché ici parce que développer ces produits en France devient très compliqué. Principe de précaution. La pharmacie ne s'épanouit plus en France. De l'esprit de précaution à l'esprit de doute, il y a une grosse trentaine d'années. Donc ce n'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. 30 ans.
Si on veut redresser ça, ça ne se fera pas en 5 ans. La France n'est pas fière de son innovation, ni de sa recherche, ni de ses inventions. D'ailleurs, entre parenthèses, les 2 prix Nobel que l'on a eus récemment, en économie et en médical, c'est-à-dire en chimie, l'un est aux États-Unis et l'autre est en Allemagne. Ces prix Nobel ne sont plus, ces prix Nobel de formation français ne sont plus en France. Donc, on n'est pas fier de nos innovations, sauf pour vanter Pasteur qui est né en 1822. Ça fera bientôt 200 ans. Les échecs Sanofi et Pasteur ne sont pas des échecs nominaux d'entreprise. C'est-à-dire, je ne veux pas accuser en tant que tel Sanofi et Pasteur. On pourrait dire que Pfizer et Moderna, ils ont eu une convergence très positive. Ils ont eu un coup de peau extraordinaire. Parce que personne ne pensait qu'en moins d'1 an, on trouverait le vaccin. Ils ont eu un coup de peau. D'accord, mais quand même. Mais on est dans un long processus d'absence de confiance en l'avenir. Et lorsque l'on doute du futur et qu'on ne regarde que le bout de ses pieds, on tombe. C'est ni la faute à Voltaire, ni la faute à Rousseau. J'ajoute un point sur ce principe de précaution, le principe d'écocide qu'on est en train de vouloir ajouter à la Constitution. Il est pire que tout. Parce qu'avec ce principe de précaution, on n'investit plus dans la recherche, dans l'innovation, dans les nouveaux produits. Restons sur les génériques. Avec le principe d'écocide, on fermera encore plus d'usines en France. On en manque déjà beaucoup, on en manquera encore plus. Je repars en plongée. À bientôt.